Bonsoir, nous vous retrouvons avec beaucoup d'enthousiasme ce soir. Après les 2 ans d'anniversaire de Radio Cotonou, on retrouve en studio pour cette émission Actuel Débat Nicolas Sopetin, Jules-Léandre Kéti. Chers invités, bonsoir. Bonsoir Brice Bill Aïtchédi, bonsoir à tous les amis de La Voix des Cotonois et joyeux anniversaire. Ben, joyeux anniversaire, oui. Bonsoir oui, Brice Bill, bonsoir aux amis auditeurs auditrices et notamment à monsieur le maire pour avoir pensé réaliser ce rêve des Cotonou. Et à l'ensemble du conseil communal. À l'ensemble, oui, exactement. Joyeux anniversaire à la radio. Comment vous appréciez les 2 ans de vie, de chemin parcouru de Radio Cotonou? On peut dire que c'est un bébé qui est né avec la dent, puisque en 2 ans, avoir impacté la population de Cotonou telle que c'est réalisé, je crois que c'est inédit. L'audience de la radio Cotonou dépasse désormais les limites de Cotonou, vont très loin. Oui, nous sommes les leaders. Donc il faut féliciter tout le personnel et féliciter le conseil communal qui accompagne véritablement cette radio. Jules-Léandre? Ben, moi je trouve que c'est pas un miracle, mais ce n'est pas loin de cela. Ce n'est pas un miracle parce que je sais, de par étant du domaine du journalisme et de la communication, que ce qui est fait là est possible. Ce n'est pas un miracle parce que je sais que celui qui est à la tête du conseil municipal de Cotonou, Luc Katropo, c'est un bosseur, c'est quelqu'un il n'est pas que gagnant, il est gagneur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonce avec l'assurance de s'en sortir, il a démontré ailleurs. Et puis quand on a une équipe du genre, une radio qui naît dans la capitale, c'était déjà osé d'installer cette radio dans Cotonou, mais comme c'est pour la municipalité, il fallait le faire. Mais après, je pense que ça a été un challenge pour les promoteurs de la radio, donc la municipalité, de rassembler une équipe de gens qui sont un peu comme nés avec les dents, parce que j'ai vu l'équipe par ici de l'administration ou des postes de responsabilité jusqu'aux journalistes, ceux qui sont au front au charbon, jusqu'à la technique. Je vois que c'est des gens que j'ai déjà connus dans la profession pour la plupart, des gens qui ont montré, et je ne sais pas le casting comment ça a été fait, quand même que nous ayons, je sais que je ne finirai pas de citer, si je dois m'amuser à citer des noms, je ne trouve pas de novices dans cette maison. Donc, si vous ne l'aviez pas dévoilé, ceux qui ne savent pas comment vous avez fait le miracle à Radio Cotonou pour qu'en 2 ans, vous puissiez battre le record de la grosse audience et de la qualité des productions, moi, je le dévoile, chers amis auditeurs, comprenez, ils sont allés chercher les meilleurs. Et puis, une fois que la crème... l'émission. Non, allez, il faut vous dévoiler, puisque c'est positif par ailleurs. Il faut dire que le maire et son équipe, ils ont eu le bon casting qu'ils ont fait pour que ce soit en français, que ce soit dans les langues locales. Que vous savez, je vous fais une confidence. Je ne sais pas combien d'années ça fait, combien de décennies ça fait derrière que je voyais qu'une dame comme Tata en train d'inaugurer ou de montrer combien de fois dans la langue fond qui n'était pas aisé à utiliser pour produire de l'information, présenter le journal. Avant, on avait l'habitude avec l'ancienne génération de les douaniers qui ont fait l'ORTB en langue locale, je les salue pour ce qu'ils ont fait, mais on avait beaucoup plus de locuteurs en langue locale. Après, j'ai vu avec des dames comme ça, moi j'étais très régulier, par exemple à Boycon, où elle excellait dans un autre groupe de presse à Boycon, que ce soit la radio, à la télé, mais j'ai vu ces gens, quand on allait les chercher, le jour où j'ai écouté René Béa sur votre radio, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens ont compris que c'est comme ça qu'on impose un label? Bon, Brice Bill Aïtchédi, vous allez faire la fausse humilité de ne pas accepter que je vous dise que quand même, vous étiez déjà 1 an qu'on aille vous chercher pour être ici, que toute votre équipe, celui qui est votre directeur, c'est monsieur Tchaou, non? Tchaou, très bien. Moi, par exemple, pour avoir connu un peu l'environnement de ceux qui ont été de gros bosseurs autour du maire Troupeau, je sais qu'il a fait un parcours, mais votre service des programmes est tenu par Honoré Benjamin Naoum. Bon, alors, vous pouvez tout lui dénier, sauf dire, ce monsieur s'est trompé de métier.
Le rédacteur en chef, moi je l'appelle jeune journaliste de haut niveau, je l'ai pratiqué. Loris Davor. Voilà. Quand vous avez des gens comme ça, et puis quand vous avez la coqueluche de toutes les dames de Cotonou et ailleurs, mon ami qui fait animation en fond, Domal, bon, alors, vous voyez, c'est ça aussi. Bon, mon ami qui est en face de moi, Patrice Bédia, il sait très bien que moi, je suis venu le trouver dans une radio où j'ai occupé des postes de responsabilité. Pratiquement, il ne restait que le poste de directeur général que je n'avais pas pris. Mais il était celui qui fait toute la technique et il savait se donner pour innover, sortir des choses. Donc, quand vous avez une équipe du genre, et vous avez bien fait aussi de parler beaucoup d'autres langues. À Cotonou, ne pas parler une langue comme Aïzo, ce n'était pas chose, mais j'ai entendu ça, le Yoruba, le Hadja, voilà. Donc, franchement, c'est pas surprenant, mais au même moment, il faut dire, on peut être compétent et être paresseux. Vous n'avez pas été paresseux. Et en 2 ans, ça peut se faire. Parce que Cotonou, c'est pas un terrain qui était donné, gagné d'avance. Hein. Surtout, vous dites que vous vous appelez Radio Cotonou. Vous savez, les premiers moments où on vous invite sur Radio Cotonou, vous avez envie de vous retrouver à l'ORTB, dans les locaux de l'ORTB. Mais même la radio nationale, c'est... Bon, on n'a pas démarré l'émission. Hein. Non, mais moi, je préfère passer beaucoup de temps. Oui. Vous savez, ça fait quand même un bon bout de temps que je viens par ici. Et vous m'amenez à m'époumoner à parler des politiciens qui s'envoient des invectives. Adrien Ngbedia dit que Patrice Talon a fait, et Sokpetin dit que c'est noir. Et puis, etc. Comité de pilotage, il faut toiletter, il faut faire ci. Je ne parle que de ça. Mais pour une fois que vous me donnez l'occasion de parler de tout ce Radio Cotonou. Mon ami Job Tikpe, vous voyez, il m'arrive vous savez, je vous dérange beaucoup quand on finit l'émission ici. Je dis, mais pourquoi la vidéo, pourquoi les liens de l'émission du lundi, ça ne sort pas vite comme pour le jeudi? Bon, il n'aimerait pas que je le dise ici. Mais après, quand je taquine mon ami Job Tikpe, depuis que je viens ici, il m'a toujours répondu avec un sourire, prêt à reprendre. C'est lui qui met les images. Je viens à la radio, avant le mythe de la radio était là, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Finalement, est-ce que c'est Radio Cotonou ou bien Radio-Télévision Cotonou? Il faut pouvoir le dire. La technologie nous a permis de faire ça. Il faut féliciter tous ceux qui sont là et la production également. Voilà. Merci Jules Léandre Kitty pour ces compliments. Merci infiniment. Plusieurs sujets sont au compteur de votre émission Décryptage de ce soir. Nous allons démarrer par le tout premier. Le président Patrice Talon, selon certaines sources, va rencontrer ce lundi le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Si ce n'est pas encore fait, c'est bien sûr en route. C'est une audience que le président de la République va accorder au président Jean-Baptiste Elias et les membres du dit comité, sauf changement. La rencontre a lieu à la présidence de la République. Le chef de l'État, Patrice Talon, va tenir cette rencontre avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, donc au lendemain de la validation du budget du comité par le gouvernement et la mise à disposition de fonds. Nicolas Sokpetin, que peut-on espérer d'une telle rencontre? Si vous le permettez, avant de répondre à votre question, saluer la mémoire de ces grandes personnalités, de ces forces vives de la nation qui se sont réunies à l'hôtel Alejo cette année de 1990, en février, pour décider du... L'anniversaire est en cours. Oui. C'est 19 au 28 février. Exactement. Donc, ceux-là qui ont mis sur pied les bases d'une réelle démocratie que nous avons vécue pendant une trentaine d'années. Il faut saluer tout le peuple béninois pour cette magnanimité dont ils ont fait preuve en cette année de 1990. Nous autres, nous étions encore très petits. On a été ravis de constater que les libertés fondamentales étaient très importantes pour une société comme la nôtre, qui se veut une société qui cherche à s'épanouir, à aller de l'avant. Ceci dit, je crois que toutes ces promesses que nous avons eu à nous faire en 90, peu à peu, par le fait des hommes politiques, ont commencé par s'éteindre et nous retrouvons
désormais dans une société où beaucoup de choses ne vont plus, à savoir donc ces libertés fondamentales notamment qui ont du plomb dans l'aile dans notre société. Et par ce qui concerne donc les élections, puisque ça entre dans le cadre comment appelle-t-on, d'une pérennisation de notre démocratie, puisque l'alternance au pouvoir est fondamentale comme principe démocratique. Et c'est pour ça on se bat. Et on voudrait que qu'en 2026, comme nous avions l'habitude de l'avoir, qu'il y ait une nouvelle tête à la tête de notre pays, si je peux me permettre cette tautologie. Et donc cette rencontre, je crois que c'est dans ce cadre, le chef de l'État avait promis de donner les moyens au comité lorsqu'il rencontrait les partis de l'opposition, à qui il promettait déjà que s'il y avait problème de moyens, qu'il mettrait les moyens. Et ceci étant fait, on dit les hommes, les moyens pour une mission donnée, la mission est connue, aller vérifier le fichier électoral, le comité a mis sur pied, les moyens sont donnés. Il fallait rencontrer ce comité-là pour faire un certain nombre de points, pour les envoyer réellement en mission, pour leur dire que le peuple attend d'eux une mission bien faite, avec une certaine transparence, avec une certaine crédibilité. Et donc, je crois que cette rencontre doit s'inscrire dans ce cadre. Et ceux qui font partie de ce comité doivent, en l'occurrence... Mais pourquoi parlez-vous de transparence, de crédibilité du chef de l'État? Non, je veux parler pendant que ces lieutenants disent que tout est clair. Non, pour moi, je parle de ce comité qui, eux autres, sont d'éminentes personnalités, nous le savons. Eh bien, il faudrait, parce que j'ai suivi Jean-Baptiste Elias qui évoquait les experts extérieurs qui devraient venir, ils sont au nombre de 4, qui devraient venir pour cette vérification. Pour faire le job. Pour faire le job. Je pense que il est question que le chef de l'État peut-être leur notifie un certain nombre d'impartialités qu'ils doivent jouer. Parce que, voyez-vous, on a tendance à dire c'est l'opposition qui a eu cette victoire de demander la vérification du fichier électoral. Mais donc, moi, ma foi, c'est le peuple béninois qui est en train de gagner et que nous avons besoin de cette liste qui doit être une liste fiable pour nous permettre des élections transparentes et équitables. Donc, selon vous, c'est une rencontre pour poser les balises? Bien sûr que oui. Julien Kiti? Non, mais je pense que c'est la suite logique de la parole donnée et respectée du chef de l'État. J'ai observé que Nicolas Soupétin, après, il a juste pris acte de ce que, le chef de l'État a dit, il va mettre les moyens, et ceci étant fait, et puis non. Il est arrivé ici quand on a dit que le gouvernement mettra les moyens. Si vous voulez aller réécouter les bandes, il est allé jusqu'à dire, tant que lui n'a pas vu, il ne croira pas. Non, le chef de l'État a dit ça, et puis il est passé derrière, dit à ses lieutenants, non, il faut dire qu'on ne veut pas faire. Non. Et je vous ai dit ici, j'insistais sur le fait que, et ça, il n'était pas d'accord avec moi, il disait, non, ces partis politiques de la mouvance présidentielle, là, ce qu'ils disent, c'est le chef de l'État ou le gouvernement qui leur dit derrière de dire ça. Et j'ai dit, mais le chef de l'État, il est le leader, comme on le dit chez nous, charismatique de la majorité présidentielle, mais il est un peu comme un superviseur. C'est-à-dire que sa majorité présidentielle, qui le soutient, doit pouvoir travailler en cohésion, en intelligence à travers, entre ses composantes. Donc, quand il va avoir quelques frissons, il peut appeler les gens et il dit, voilà. Et puis, j'ai souvent dit ici, le leader, il signale l'avenir. Après, dans l'opérationnel, c'est pas que ceux qui sont autour de lui, où les partis politiques, les leaders des partis politiques qui le soutiennent ne sont pas des crétins, ils discutent. J'ai même insisté sur le fait que certainement qu'il y a des cadres dans lesquels ils discutent avec eux et puis ce que lui souhaite même faire, il arrive à discuter avec eux pour obtenir leur adhésion à cela. Vous avez eu la preuve maintenant que, vous voyez, autant un parti politique, fût-il de la mouvance présidentielle, peut dire, comme ça a été le cas pour certains partis, de dire nous estimons qu'il n'y a pas urgence ou il n'y a pas nécessité de faire de checker le fichier électoral. Mais les partis d'opposition et la société civile disent
avec certains partis de la mouvance présidentielle qui disent il faut clarifier quel est le fichier qu'on va chercher et tout. Mais quand les autres, les opposants disent on doit le faire, le fait que des partis politiques de la mouvance présidentielle disent non, nous ne trouvons pas, certains, nous ne trouvons pas la nécessité de le faire ici et maintenant, et que le chef de l'État est passé derrière pour leur dire de faire ça. Pourquoi le chef de l'État maintenant donne les moyens pour? Il ne va pas donner les moyens pour ce qu'il n'a pas décidé d'accorder. Donc quand après il tient parole, je souhaite qu'on martèle ça avec la même vigueur, qu'on ait le comportement pour ceux qui sont chrétiens de Saint Paul, qui s'appelait Saul et qui maltraitait le peuple de Dieu. Mais quand il a connu Dieu, il a voulu adorer Dieu, il dit je me donne et j'adore Dieu avec la même violence. Donc quand vous critiquez un dirigeant, vous lui déniez, vous lui dites que son crédit confiance est terminé chez vous et vous le dites avec beaucoup de vigueur, lorsqu'il fait bien, lorsqu'il tient parole, lorsqu'il fait mentir votre parole. Il a reconnu maintenant. Je vous parle du degré. Allez-y. Je sais pas de la vantardise, mais je vous dis, toute modestie gardée, j'apprends à des gens comment on régule les doses dans une prise de parole en public. Comment, pour produire des effets, on met la vigueur. Quand je veux marteler des choses, quand je veux qu'on sache que ceci-là, c'est de mon intime conviction que cela relève, je sais comment je le dis. Quand je veux le dire également de façon plate pour dire, bon, ça pourrait se passer ou ne pas se passer, je le sais. Mais ce que je souhaite, c'est que quand après, sa parole a été démentie, et que, heureusement, peut-être que c'est une stratégie pour lui, pour dire, ah, il vaut mieux que je doute de la parole du chef de l'État, et que la parole du chef de l'État me prouve que lui, il tient parole, mais après, quand vous revenez, l'honnêteté intellectuelle veut que vous marteliez en disant « Ah, mais ce monsieur, je pensais qu'il était dans de la roublardise. Maintenant, il a démontré qu'il était dans une parole de chef qui se tient. » Alors, cela dit, je voudrais vous dire que le chef, observez que c'est une suite logique, c'est planifié. Des gens, les démocrates qui sont en audience avec le chef de l'État, c'est eux qui évoquent la nécessité de toiletter le fichier électoral. Et il a dit, mais en tant que président de la République, président de tous les Béninois. Le comité de pilotage, il n'y a pas les démocrates. Non, pas encore. Ça a commencé par les démocrates. Ok, d'accord. C'est eux qui ont obtenu du chef de l'État de donner son accord de principe pour dire, je donnerai les moyens si vous n'avez pas les moyens. Si ça peut vous mettre à novembre. Très bien, si cela peut vous mettre d'accord. Parce que une élection, c'est d'abord un climat de paix. D'accord? Et d'entente mutuelle sur l'essentiel. Alors, quand après, les démocrates, ils ont bien fait d'aller rechercher les autres partis de l'opposition avec eux, rechercher la société civile, ils sont passés voir les partis de la mouvance présidentielle, chacun a donné sa réponse. Mais quand ils étaient prêts, ils ont donné l'offre. Parce que le porte-parole du gouvernement a précisé quelque chose. Même le temps que ça a duré pour que le gouvernement puisse donner ses moyens, le porte-parole a dit quelque chose que les opposants n'ont pas démenti. Il a dit qu'après avoir donné son accord de principe, le chef de l'État, je veux dire, on a vu passer 1 an avant que l'offre ne vienne. Ça veut dire que c'est ceux qui ont demandé, c'est eux qui ont mis même beaucoup plus de temps pour venir proposer l'offre, parce que le chef de l'État ne dit pas seulement et on va le voir chez lui pour dire donne l'argent, on met dans la poche. Il y a ce qu'on appelle les TDR, les thèmes de référence sont donnés, et maintenant, pour ce qui est des experts qui vont venir, moi je n'ai aucune crainte par rapport à ces experts. C'est des techniciens du domaine, et ils ne vont jamais pour faire une consultation, pour vendre leur expertise, tant qu'ils n'ont pas les TDR, ils n'ont pas discuté ça avec ceux qui sont commanditaires et qui n'ont pas compris précisément leur mission. Et quand ils veulent le faire, nous avons aujourd'hui, heureusement, avec les réformes, une structure qu'on appelle l'ANIP, qui est remplie également de techniciens, de spécialistes également, qui sont capables de dire aux gens, voilà ce que nous mettons à votre disposition, ce que le gouvernement... Le DG l'a dit très bien, récemment. Très bien. Donc, il a rassuré de la fiabilité du fichier. Le travail va se faire en toute transparence. Tout ce que moi je souhaite, c'est que le comité de pilotage fasse très attention du point de vue de la communication. Vous voyez, le chef de l'État qui les reçoit même aujourd'hui donne davantage la preuve que la volonté politique y est. Avec cette couverture-là, c'est comme ce qu'on appelle l'aide de mission qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que ça les couvre. Personne ne peut les empêcher de faire ça. Mais il faut éviter dans les jours à venir, pendant que l'opération se fait par des techniciens de façon sereine, il faut éviter d'engager une communication politique vous et là autour. Et l'opposition a gagné. Et l'opposition a gagné. Et il y a du flou, nous sommes allés voir. Et que certains opposants ne désertent pas les rangs de la communication qui doit être coordonnée pour être en train de dire, par exemple, avant que les techniciens ne déposent leur rapport, dès qu'ils vont, parce qu'on va les associer
à un certain de résultats à mi-parcours, que des gens ne se mettent pas à dire « Ah, on a constaté, dévoiler les résultats. On a constaté telle chose, donc c'est scandaleux. » Parce que quand vous faites un audit, vous avez des propositions que vous faites. Tout n'est jamais parfait. Mais ce qu'ils peuvent trouver en sciences sociales, on vous dit, quand vous avez quelque chose qui est bien réalisé à 80, 85, 90%, on vous dit que c'est bien fait. Mais on recherche toujours la perfection. Ces gens-là, ces experts, ils ne viendront pas là pour faire le travail qu'ils vont faire, ils vont finir. Et leur résultat sera que, bon, on n'a même pas trouvé une virgule qui n'était pas là et qu'il faut replacer. Et sinon, eux aussi, bon, ça ressemblerait simplement à ce qu'ils sont venus à une balade de santé. Alors que, bon, donc, ils peuvent trouver... Vous voulez qu'ils travaillent de façon beaucoup plus discrète, c'est ça? Oui, et qu'ils travaillent de façon discrète, que leur communication soit bien coordonnée et qu'on leur laisse la sérénité nécessaire. Parce que dans ce pays-là, si on a eu Corse-Leti et qu'il y a eu problème, ce n'est pas à cause des techniciens qui étaient dedans. C'est à cause des politiques qui étaient là, qui même pour se saluer se suspectent. Qui pour venir prendre le café se suspecte. Je vais ton opinion très rapidement pour finir sur le sujet, on a déjà passé beaucoup de temps là-dessus. Le président du comité de pilotage était sur une radio de la place le week-end. Je crois qu'il a partagé avec l'opinion publique les honoraires des membres du comité de pilotage, je crois, 45 000, 45 000 par jour pour 45 jours. Il va les préciser par jour. Et lui, il a voulu travailler gratuitement. Il a dit, Jean-Baptiste Elias, c'est votre avis là-dessus? Non, bon, avant de donner mon avis là-dessus, vous me permettez certainement... De répondre à Jules. Non, oui, de répondre à Jules. Bon, moi, d'abord, je n'ai pas remercié le chef de l'État parce qu'il a fait une... Il a tenu parole. Non, je n'ai pas remercié le chef de l'État. Vous ne l'aviez pas cru. Non, je suis désolé. Je suis encore en droit de penser que bon, en fait, douter n'impactait pas celui sur qui je portais mon doute. Je pensais qu'il fallait... j'ai mon droit de ne pas croire à quelqu'un. Maintenant, qu'il ait réalisé sa promesse, surtout que le chef de l'État, je n'ai pas à le remercier pour ça. Parce que ce qu'il nous a... Vous avez l'art de tordre le cou. Non, vous avez... Ça, je réagis instantanément par rapport à ça. Monsieur, parce que je recherche souvent, quand on vient ici, que mes propos soit relayé ou allez-y rapidement. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous ne me demandez pas, parce que vous demandez que c'est il y a eu à douter du chef de l'État et que le chef d'État arrive à réussir ou à réaliser ce de quoi je doutais. Il m'aurait fallu reconnaître ce que le chef de l'État a fait, apporter une sorte de gratitude envers le chef de l'État. Bon, est-ce que vous constatez qu'en quelques secondes, vous venez... Parce qu'il faut le soutenir avec vigueur, le degré de... Attendez, est-ce que vous avez constaté qu'en quelque chose, vous venez de dire deux choses qui ne signifient pas la même chose? Remercier, c'est différent de ce que je vous demande de faire. C'est-à-dire que... Non, attendez. Non, ça sous-entend de reconnaître ce qu'il a fait. Vous dites qu'aujourd'hui, qu'il doit reconnaître avec force et vigueur. Il vous a fait quel bien pour que vous le remerciez? Ah non, mais en quoi alors je dois le soutenir avec force et vigueur? Je ne vous demande ce qu'il a réalisé comme promesse. Je ne vous demande ni de le remercier, ni de le soutenir. C'est ce que vous avez semblé dire. Quoi, Jules? Je demande à ce que par honnêteté intellectuelle, lorsque vous avez eu l'occasion, avec beaucoup de vigueur, de dire, lui là, il ne le fera pas. Oui, vous demandez pas aujourd'hui. Non, il ne le fera pas. Il est en train de dire qu'il veut faire et il dit derrière à ses gardes d'aller dire que ce n'est pas bon de faire. Encore que ce n'est pas ce que j'ai dit. Attends, celui-là, on peut réécouter les bandes. On peut réécouter les bandes. Qu'est-ce que vous voulez voir? Il insistait sur le fait que ces gens-là ne disent rien, ne font rien. Qu'est-ce que vous voulez que Nicolas Sokoté fasse? Mais qu'ils disent qu'ils constatent que celui que lui considère comme quelqu'un qui ne sera pas de bonne foi pour faire, a fait. Et que donc le chef de l'État pouvait dire et faire. C'est de l'honnêteté intellectuelle. Si je dis que vous êtes... Vous me donniez le droit de douter au moment où il fallait douter. Mais je ne c'est ça que le problème. Bon, moi j'ai envie de vous dire comme l'homme de la rue, je n'aime pas l'habitude de vous mentez. J'ai dit, je n'ai pas dit. Votre doute, je considère même qu'il était méthodique, comme Descartes l'enseigne. D'accord. Mais après, quand Descartes découvre qu'après avoir interrogé les données qu'on a mises à sa disposition, quand il confirme ces données-là,
il le reconnaît devant le même public. C'est ça, je vous dis, j'ai dit, j'ai reconnu un chef d'État qui a fait une promesse et qu'il réalise. Je n'ai pas lui dit si c'est ça. On va finir sur le sujet. Vous dire de ma part, je n'ai pas remercié le chef d'État pour ça. 45 000 francs par jour pour les membres du comité de pilotage. Moi, je pense que c'est un travail intellectuel. Jean-Baptiste Elias qui a promis de travailler gratuitement. Non, ça, je l'ai écouté aussi sur Canal 3 Bénin. Il justifiait les raisons pour lesquelles il a refusé de prendre ses perdièmes. Il en avait déjà fait. Ce n'est donc pas la première fois qu'il renonce à ces primes-là. Et moi, je pense que c'est... il estime que c'est du patriotisme. Je ne sais pas si pour autant... Pourquoi ce patriotisme ne devra pas faire école au sein du comité de pilotage? Non, chacun a sa façon de voir les choses. Et il a dit, il n'a pas obligé les autres à travailler in Christo. Non, je pense que ceux qui vont venir au travail n'ont pas les mêmes moyens peut-être que Jean-Baptiste Elias. Ils ont des préoccupations qu'ils doivent laisser pour venir. Et tout comme Jean-Baptiste Elias qui trouve que lui il n'en a pas besoin. Donc je crois que chacun a ses raisons. Et fondamentalement, moi je ne pense pas aussi que c'est aussi être non patriote que d'avoir des perdièmes par rapport à un travail qu'on est en train de faire à quelqu'un, fut-il l'État. Je pense que si Jean-Baptiste Elias... C'est un travail qu'ils sont en train de faire pour quelqu'un. Non, mais l'État. Pour l'État. Non, ça fait, on comprend mieux. Ils servent la République, c'est ce que je veux dire. Donc, si en voulant servir la République, je pense que j'ai pas besoin de primes ou de perdièmes pour ça. Ça n'engage que moi, ça n'engage que Jean-Baptiste Elias. On n'a pas demandé aux autres de faire pareil. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Et puis... Est-ce que forcément vous pensez que même les 45 000 francs, c'est ce qu'il faut véritablement pour... C'est ce que j'allais vous demander. C'est peu ou beaucoup? C'est mon avis. Moi, c'est peu pour vous, c'est ça? Pour moi, on a vu ici une commission qu'on a mis sur pied qui a pris en 10 jours ou en quelques jours 10 millions de francs CFA pour une révision ou une relecture. Donc 45 000 francs par membre du comité de pilotage. Moi, je pense pas que c'est peu. Je pense pas que c'est trop non plus. De toutes les façons, il faut pas parce que quelqu'un a rejeté de prendre les primes, a pensé que les autres sont moins patriotes que lui en prenant. C'est tout. Julien, je pense que d'abord c'est indécent de comparer la commission dont il est en train de parler à un comité de pilotage. Le comité de pilotage peut être assimilé à un comité de supervision. C'est-à-dire que c'est eux qui pilotent l'opération, mais ce n'est pas eux les techniciens qui touchent à la chose. La preuve, on ne vous parle pas des honoraires, des experts. Les experts ne prennent pas 45 000 francs le jour. C'est des gens, ils font leur offre avec leur offre financière. Je pense que les commissions dont il est en train de parler... Moi, je veux parler du patriotisme. Je veux parler du patriotisme. Parce que quelqu'un a dit que lui est patriote et il laisse les primes. Alors, si on peut parler de patriotisme de l'autre côté, on peut avoir moins qu'on en a pris. C'est ce que je veux juste... Merci. Julien. Vous dites, c'est vous qui avez fait la comparaison avec une commission qui aurait utilisé... Dans les membres auraient perçu... Nous étions en train de parler de patriotisme. Oui, mais attendez, je parle de quoi? Allez-y, Jules, on va boucler sur le sujet. On va finir là-dessus. Mais je dis la comparaison, ceux qui ont travaillé dans cette commission, ceux-là étaient utilisés comme les experts qui sont venus travailler dans cette commission-là, payés comme tels. Mais ceux qui sont membres du comité de pilotage, leur action est d'abord patriotique. Leur action, c'est des acteurs politiques et de la société civile qui ont fait un plaidoyer, d'accord? Qui, par exemple, autant que Jean-Baptiste Elias, peut vous dire, nous renonçons à nos perdièmes. Mais là où je suis d'accord avec vous, si ces perdièmes, ils en ont besoin pour faire le travail, même c'est comme le travail des bénévoles, ça ne veut pas dire qu'ils fonctionnent à 0 francs. Opiner sur les 45 000 francs par jour maintenant? Non, sur les 45 000 francs par jour. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec mon vis-à-vis. Dire que les 45 000 francs là ne sont même pas suffisants ou ne valent même le travail qu'on veut faire, c'est comparer les membres du comité de pilotage comme des experts qui sont venus, des consultants qui sont venus faire un travail, comme il le dit d'ailleurs, maladroitement, que c'est des gens qui sont venus faire un travail pour quelqu'un, fut-il l'État. Ils ne font pas un travail pour l'État. Ils font un travail pour le peuple béninois. Ils font un travail pour eux-mêmes. Il a expliqué par la suite. Alors, à partir de ce moment, et il ne faut pas les comparer. Par exemple, ils ne percevront pas les 45 000 qu'ils prennent là. On a fixé ça là pour eux
parce que eux ils viennent superviser le travail, ils fournissent peut-être des informations, des orientations aux experts pour dire voilà le cliché politique dans notre pays, si ceci n'est pas clarifié, voilà le problème politique que ça peut poser. C'est tout autant un travail intellectuel. Et le travail mais ce travail-là, on ne le vend pas à l'État. Je vous en prie, il faut être décent. Il faut être moralement... Non, non, s'il te plaît. Ils n'ont pas été commis par l'État pour faire un travail. Ce n'est pas l'État qui est demandeur. Vous comprenez? La différence, c'est cela. Si c'est l'État, dans les commissions dont vous parlez, c'est l'État, le gouvernement qui dit moi je veux qu'on réfléchisse sur telle question pour moi. D'accord, je recherche des experts dans tel domaine. L'équipe est constituée. Et ces experts-là disent voici nos offres techniques et financières. Voilà ce que vous allez nous payer et on arbitre. Ici, ils ont fait un plaidoyer. Même les circonstances dans lesquelles le financement allait être intervenu. Le chef de l'État a dit si ça veut dire que les opposants, les sociétés civiles pouvaient rechercher le financement même eux-mêmes. D'accord? Et le chef de l'État a dit, mais au cas où ce financement, vous n'arrivez pas à l'obtenir vous-même, je serai prêt à faire 45 000 francs, c'est suffisant pour les membres du comité de pilotage. On va s'intéresser maintenant au drame dû aux accidents de la route qui continuent d'élire domicile sur nos routes. Le plus récent est celui du ministre de l'enseignement secondaire de son garde du corps, dont nous restons solidaires. À cela s'ajoutent d'autres cas d'accidents de circulation qui ont endeuillé des familles entières. Nicolas Sopetin, la récurrence de ces drames manifeste, elle interpelle, elle est inquiétante. Sincèrement, parce que ici, il faut présenter d'abord nos condoléances à notre cher ministre et à toute sa famille, plutôt, je veux dire. Parce que ces genres d'accidents, ces cas d'accidents, nous les vivons très douloureusement. Et il se fait que depuis un bon bout de temps, nous sommes frappés par ces drames sur la route. Et là, la sécurité routière, les mesures pour cette sécurité-là sont davantage mises à mal. Et il faut véritablement que l'on puisse avoir plus de rigueur en matière de sécurité routière, parce que là, par exemple, le cas du ministre, c'était un camion qui était garé sans... C'était une maladresse. C'était grave quand même, parce que c'était stationné sans aucune signalisation. Et donc, plein sur nos axes routiers, on voit ça souvent. Il faudrait que les autorités prennent la chose au sérieux pour que ça ne puisse plus se reproduire, parce que ça en est de trop, avec surtout la perte de notre ministre. Il faudrait que qu'on appelle-t-on la CNSR et puis la police républicaine puissent véritablement prendre les mesures à bras le corps pour véritablement nous éviter ces genres d'accidents. Juléandre, à quand la fin des morts sur nos routes dues aux maladresses des propres usagers de la route? On a vu le cas du fils de Kérékou devant le campus dû à un camion, hein, la nuit profonde. J'ai envie de dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. Vraiment trop c'est trop. Parce que lorsque une vie, on perd une vie, on n'a pas idée de ce que la douleur que ça produit. Regarde, nous ne sommes pas des familles directes de ces personnes-là et ces personnalités qui sont parties dans ces accidents. Mais ça nous fait extrêmement mal. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, depuis qu'on a annoncé... le décès tragique de ce ministre, du ministre Kouaou, devant la mémoire de qui je m'incline et je présente les condoléances à sa famille et à la nation. Depuis qu'on m'a annoncé ça, j'ai un problème. C'est comme si c'est un parent direct que j'ai perdu. Et ce qui me traumatise davantage, je me suis posé une question qui est peut-être d'ordre métaphysique. J'ai demandé à une grande personne, un sachant autour de moi, pour dire, mais vous qui théorisez sur... comment l'être est debout, de chair, mais c'est l'esprit qui est dedans, l'âme, tout ça. Et après, quand on tombe malade, pendant un temps, si la personne doit mourir, l'esprit se prépare, l'âme se prépare pour partir quitter le corps. Quand quelqu'un est plein de vie comme ça, il est dans sa voiture, et il y a un choc aussi violent. La même question, je me suis posée lorsque des gens brûlaient dans un cas à Dassa. Comment on meurt comme ça? Les secondes qui précèdent cet instant où je vais choquer peut-être.
votre corps se retrouve en lambeaux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que même celui-là, même sorti du corps, là, est-ce que son âme, son esprit ne souffre pas? Celui qui crée ça, est-ce qu'il peut se dire, le fait de garer ce titan-là, là, et ne pas mettre des signalisations pour montrer qu'il y a de la détresse par ici, pour qu'on puisse éviter des morts de cette façon, est-ce qu'il ne pouvait pas se dire, si je ne fais pas bien, je ne fais pas comme le code de la route le dit, quelqu'un va mourir, un père de famille, une mère de famille va mourir, des enfants vont souffrir à vie, et celui-là ne reviendra plus jamais en vie. On ne se pose pas la question. Un conducteur de véhicule, lorsqu'il est au volant et qu'il y a des gens, il m'est arrivé d'être dans certaines positions, j'ai eu la chance très tôt de vivre la vie et la stressante vie des cortèges d'autorité. Je vous jure, la première fois que, étant membre d'un cabinet ministériel, on m'a amené dans un cortège, il y avait même des motards devant. Mais j'avais mon cœur qui voulait sauter de ma poitrine. Parce que les gars roulent à une vitesse où, si jamais il y a un seul véhicule du cortège qui tombe en panne, qui est bloqué, tous les autres vont assurément se cogner. Alors, regardez les témoignages qu'on est en train d'avoir sur le chauffeur du ministre. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas la preuve de ça, mais ceux qui sont en train d'en parler sont des sources qu'on peut considérer, comme ça se dit dans le jargon journalistique, des sources A1. C'est des gens qui connaissent ce ministère, des gens qui connaissent jusqu'à ce conducteur-là. Il se dit de lui que c'était quelqu'un qui est passionné par la grande vitesse. Et qu'il aurait eu maille à partir avec ce ministre-là plusieurs fois, il serait parti, revenu. Après le ministre, quand vous l'observez, même ce ministre qui, contrairement à beaucoup d'autres ministres, est très serein, c'est quelqu'un qui affiche plutôt, et les témoignages qui affluent sur lui montrent que c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Donc il a le sens du pardon aussi. Quand vous dites que parfois, le pardon, parfois, vous oubliez souvent le parfois, le pardon peut devenir parfois un péché lorsque vous pardonnez trop. Quand quelqu'un me conduit et qu'il fait trop de la vitesse, moi quand je veux me séparer de lui, je me sépare de lui. Et j'ai compris maintenant, avant je banalisais. Quand je voyais les policiers sur des voies, souvent quand je vais aller à la frontière Bénin-Togo, je les vois dans la zone de Grand Popo, ou bien Ouida avant ça et Grand Popo, je rigole un peu, qu'ils m'en excusent. Je me dis, mais ces gars-là, ils font quoi en mettant des caméras sur la voie? Et tu vois tous les conducteurs de taxis là, ou les voitures en circulation, tout le monde roule à une vitesse de tortue. Donc le policier même sait que ceux-là roulent comme ça parce qu'ils l'ont vu. Et dès que vous êtes dans un véhicule et le véhicule dépasse les policiers qui ont caméra là, ça part à la vitesse de croisière. Le problème se passe dans notre tête. C'est-à-dire il faut allumer nos cerveaux et comprendre qu'on met sa vie en danger, on met la vie de ceux qui sont dans la voiture en danger. CNSR là, je vous jure, c'est-à-dire ils ont tellement sensibilisé. Il faut continuer, hein, d'accord. Mais franchement, si les Béninois là, il faut continuer. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut arrêter. Il faut mettre même plus que caméra sur les voies maintenant. Il faut mettre des radars terribles. Et je suis content qu'on ait commencé par arrêter les gens, même pour ceux qui sont à moto et qui font la vitesse excessive. Parce que quand on n'est pas en train de faire ça, j'ai l'impression que le Béninois ne va pas entendre raison. Mais non, que ceux qui ont les camions, chers amis, j'en aurais fini, ceux qui sont propriétaires de camions, j'ai l'impression que le mythe du propriétaire de camions de titan qui a les bras longs continue dans notre pays. Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, votre gouvernement a fait des choses extraordinaires, a tapé sur le doigt des gens qui se faisaient passer pour des intouchables dans ce pays, dans beaucoup de domaines. Mais quand on voit un titan garé sur la voie, quand ça fait 2 heures, d'abord quand il n'y a pas les objets de signalisation, mais que la voirie ou que les engins qui sont spécialisés dans ça viennent déplacer le titan, déplacer la voiture. Quand les petits véhicules font accident, mais regardez comme ça, comment après constat, on exige que rapidement on déplace les véhicules de là. Qu'on fasse la même chose pour les propriétaires de Titan et qu'on les verbalise. Quand on va te dire un jour de payer ce que coûte ton Titan en entier avec sa marchandise, tu ne vas plus jamais accepter, demander à un chauffeur de le laisser 1 heure en chemin pour faire mourir les gens. Le fils du président qui est parti. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que ses parents, on sait ce que c'est devenu le fait qu'il n'est plus. Le ministre qui est parti maintenant, regardez ce que ça coûte à la nation. Avec le garde du corps. Hein, avec le garde du corps. Mais tout cela là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler comme un jeune qui m'a... Je ne vais pas dire ça ici. Le jeune m'a dit quelque chose concernant le chauffeur. Il m'a posé la question, il dit, mais tonton, dites-moi, le chauffeur, lui, est où?
Je dis, il est à l'hôpital. Il dit, il respire. Imaginez la suite. Ça veut dire que ce monsieur-là, il est enragé au point, il dit, mais comment celui qui livre les autres à la mort? Bon, bref, il est moi je lui ai dit, ne dites pas ça. Le chauffeur, il est citoyen comme tout le monde, il peut avoir commis une erreur, mais réjouissons-nous de ce que lui, il est en vie, réjouissons-nous de ce que l'épouse du ministre aussi est en vie. Mais c'est dommage, c'est très dommage. Nicolas, Jules a évoqué le cas du chauffeur. Ces conducteurs de véhicules administratifs sont légion dans l'administration publique. Des fois, ils font la route et ils reviennent parler de ces genres d'exploits entre eux. Mais le problème, c'est déjà le fait qu'on ait suspendu le cortège au niveau des véhicules officiels, que les motards ne conduisent plus les officiels. Parce que, à mon sens, si le ministre ne devrait pas être seul. Ne devrait pas être seul. C'est pas normal. Donc, il fallait que ce soit un cortège et ça avait plus de garantie de sécurité sur la voie. Maintenant, le monsieur était seul, il roulait à vif allure, c'était déjà grave. Parce que les autres qui étaient en circulation, n'ayant pas vu de motards, n'ayant pas vu de cortège, difficilement même avec les cortèges, ça cédait. Mais sans cortège, vous imaginez ce que ça donne. Et donc, dans les dédoublements sur la route, voilà, les situations qui vous voulez qu'on revienne aux anciennes amours? Non, il va falloir censurer d'abord pour ceux qui se disent avoir la maîtrise des voitures et qui font du n'importe quoi dans leur conduite. Il va falloir aussi sensibiliser parce que au fait, là maintenant, vous savez pas ce qui s'est passé avec le ministre. On pense que c'est seulement la femme, peut-être que c'est la douleur est beaucoup plus au niveau de sa famille, mais c'est en réalité une grande partie du pays qui est sous le choc. Parce que le ministre a certainement des documents qu'il doit signer. Il y a certainement des arrêtés qui engagent des vies dans la République. Et son départ comme ça, ce n'est pas évident que ces arrêtés soient signés le plus vite possible maintenant pour que les ayants droit puissent rentrer en possession de leurs droits. Vous voyez, c'est tout un tas de choses et ça fait très mal. Et donc, il va falloir revenir peut-être à cette ancienne méthode, à savoir conduire des missions républicaines avec des cortèges, avec des motards, pour pouvoir créer le passage nécessaire pour une vitesse raisonnable qui pouvait amener l'autorité à sa destination pour accomplir sa mission. Est-ce qu'il ne faut pas explorer d'autres trafics, si je puis m'exprimer ainsi? Est-ce que c'est forcément par la route? Paracou, c'est quelque chose au beau. Mais je pense que d'abord, j'épouse l'idée que si on ne doit prendre pas la route, on peut ne pas faire revenir les gyrophares qui font inutilement du bruit et parfois frustrent les usagers de la route. Parce que une fois encore, j'ai observé, pendant que j'étais dans ces cortèges-là, je voyais le comportement que les gens avaient au bord de la voie. C'est comme si ça les énervait qu'on ait gyrophares. Mais les motards, pardon, il faut les faire revenir. Ce qu'on a décrit des circonstances de la survenue de cet accident, par exemple, le motard au devant aurait pris le devant et aurait fait signe aux véhicules qui venaient, bien sûr, qui ont menacé le chauffeur. Mais au-delà de ça, mais entre-temps, j'ai entendu parler d'une compagnie aérienne, bien sûr, Benin Taxi. Est-ce que c'est Benin Taxi ou bien Benin Air Taxi, quelque chose du genre, qui devrait, et il y a même eu de vol inaugural que les ministres ont effectué. Pour le ministre qui devrait lancer une cérémonie le lendemain matin. Il abordait la zone de Paracou. Il sortait de Tchaourou au détour de 21h. Ça veut dire quoi? Il est peut-être resté au bureau pour liquider les dossiers jusqu'à 18h par exemple. Parce que j'ai la preuve qu'un ministre, c'est parfois on n'a pas idée de la vie d'ouvrier, d'esclave qu'il mène. Quand je dis esclave, c'est pas qu'on les maltraite, mais il y a tellement de choses à faire pour un ministre. Et pour un ministre comme lui, pour les témoignages que j'ai de Kouarou, c'est que c'est quelqu'un qui a la tête dans le travail tout le temps. Alors, à 21h, si on peut trouver une possibilité pour que par un vol du genre, il puisse y aller, mais j'ai souvent dit, l'État, le fonctionnement de l'État a un coût. D'accord?
le fonctionnement de l'État a un coût. Un ministre de la République, le jour où là vous êtes Sopétin ou Brice, vous devenez ministre de la République. C'est ceux qui ne comprennent pas qui vont penser que tout ce qu'on vous donne comme moyen, que c'est trop de privilèges pour vous. Non. Si on vous donne des gardes du corps, j'ai vu un ministre dans ce pays un jour, Roger Gbéonvi, pas à son âme, Roger Gbéonvi, qui se plaignait de ce que il s'est levé un matin et il a acheté l'arachide à manger au bord de la voie chez une dame qui vend arachide non loin de lui. Et il est allé à l'université, on a fait conseil des ministres, on l'a nommé ministre. Et le soir, la dame vend les arachides le soir aussi. Et il voulait acheter arachide chez la même dame. Les gars du corps lui disent, parce qu'avant qu'ils prennent même fonction, on a commencé à sécuriser chez lui. Les gars du corps lui disent, mais monsieur, vous ne pouvez pas aller là-bas. Il dit, mais comment? Je suis ministre, c'est pour ça que je ne peux plus acheter arachide. Alors que la scène est pathétique. Alors que la dame qui vendait arachide au professeur Gbéonvi, était tout aussi contente, prête à donner davantage d'arachide à son professeur devenu. Donc, elle voulait être la vendeuse ministérielle. Mais on l'en a empêché. Et il a dit qu'il est revenu voir la dame pour dire, ne t'en fais pas, c'est la fonction républicaine qui est comme ça. Parce que dès que vous portez ce titre-là, dès que vous prenez des responsabilités, les risques pour vous sont plus grands. Et si vous tombez, ce que ça crée comme effets collatéraux, c'est grave, c'est énorme. Et c'est le secteur de l'éducation, par exemple. Et voilà quelqu'un qui a même... c'est pas que les autres ministres n'étaient pas importants, mais voilà quelqu'un qui a fait... il est vraiment dans son domaine. Les gens l'ont vu dans le secteur. Il a été patron des ressources humaines dans le secteur. Et on dit tellement de bien de lui. Et j'ai eu, par exemple, imaginez, même en milieu politique, c'est difficile de voir autant de voir des gens aussi corrects. Il y a eu si vous lisiez, vous avez lu un peu le communiqué sorti par le parti Renaissance Nationale par rapport au ministre Kouarou. Mais c'est dit dedans, un communiqué signé par la présidente Claudine Prudencio. Elle a mentionné que ce ministre avait été, il était membre de l'UDBN, l'ancêtre de RN, et avait été coordonnateur du parti dans une circonscription électorale dans le Septentrion, et tout le bien qu'on pensait de lui. Et quand il a quitté ce parti-là, les gens n'ont pas pu avoir des éléments pour montrer qu'il a agi contre le parti qu'il a quitté. Et ceux qui sont membres de ce parti, quand ils se revoient dans la vie active, les relations humaines, il les a entretenues. Mais franchement, trop c'est trop. Il faut qu'on prenne des dispositions. Il faut agir. Ailleurs, dans d'autres pays. C'est pourquoi quand le président Patrice Talon dit ce que les gens font ailleurs, on peut le faire. On trouve qu'il veut aller trop vite dans les réformes. Franchement, ce qui va enlever les vies, là, il faut aller trop vite dedans. Si... Il faut que... Lorsqu'il y a chaque accident aujourd'hui, si on peut arrêter des gens parce que c'est établi que c'est eux qui ont causé ça et ils sont en vie, on leur fait un procès. Il faut que dans l'action, on pense aussi à l'éclairage de nos axes routiers. On a vu là où l'accident s'est produit, il y a peu d'éclairage. Ouais. On ne va pas s'attarder là-dessus. On va parler du Niger maintenant. L'éclairage public, ça aurait aidé aussi. On n'a plus beaucoup de temps. On va parler du Niger, mais je voudrais avoir votre avis. Vous avez suivi la cérémonie officielle de lancement de la commercialisation des logements sociaux et économiques qui s'est déroulée jeudi dernier dans la cité nouvelle de Rouedo. Nicolas Sopétin, ce programme de logements sociaux du Bénin prévoit la construction, vous le savez, de 20 000 logements économiques et sociaux répartis dans 14 villes du Bénin. Initiative vise à offrir aux ménages à revenus intermédiaires des habitations modernes et accessibles. La cité de Rouedo, l'un des sites phares de ce programme, incarne cette vision avec des infrastructures de qualité, un cadre de vie très attrayant. Vous avez vu, non? Oui, j'ai vu. C'est du beau, hein? Qu'est-ce qui vous fait marrer? Ce qui me fait marrer, c'est, on a dit les logements sociaux. Je ne sais pas, c'est peut-être pour dire les mêmes choses que le ministre du Travail qui parlait du social structuré. Peut-être que c'est le social structuré. C'est-à-dire non, mais vous pensez que ce n'est pas des résidences pour tous? Non, ça c'est sûr. Ce n'est pas des résidences pour ceux, pas pour tout le monde. D'abord, c'est pour les fonctionnaires, on a dit, non? J'ai eu à lire pas n'importe quel fonctionnaire. Pas n'importe quel fonctionnaire. Quand j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux les prix de location ou de bail, je me demande combien de fonctionnaires béninois sont capables d'aller postuler à cela. Pour social, je me demande si c'est véritablement pour le social.
j'ai toujours comme impression que le régime de Talon veut construire une ville, un Cotonou ou encore une ville qui ne soit que pour ceux qui ont... Les bourgeois, voilà. Merci. Julien Kédi, vous voulez réagir à Nicolas Sokweté avant qu'on nous dise un mot sur le Niger. Allez-y rapidement. Je pense, moi je vais faire schématique avec des chiffres. Je ne pense pas que quelqu'un qui gagne 400 000 par exemple, d'accord, 300 000 par exemple, 400 000 francs, 500 000 francs, soit un bourgeois. Non. Avec la cherté de la vie. Et pour ce que j'ai entendu, quelqu'un qui gagne par exemple 500 000, 400 000 francs, il peut lui arriver, si on n'offre pas des possibilités du genre, de passer 10 ans de carrière ou même 20 ans sans pouvoir construire une maison et habiter. Ça arrive. À cause du quotidien. Il a une famille à entretenir et tout. Vous pensez que c'est des résidences pour tout le monde? Oui, non, pas pour tout le monde. Même les dirigeants n'ont pas dit pour tout le monde même. C'est-à-dire, est-ce que par exemple... Est-ce que c'est pour tous les fonctionnaires? Quand vous avez... Oui, pour les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires peuvent acquérir ces logements. Ce n'est pas non plus 100% des fonctionnaires. Mais vous avez, par exemple... Ils sont certainement en nombre restreint. Écoutez, là, si vous le faites, qu'un État aussi investisse en ça, pour faire des logements où les gens peuvent aller habiter, payer 10 000 francs le mois, quand même, ce n'est pas des choses... Ce n'est pas ça le développement. Quand vous allez faire ça, celui qui gagne 100 000 francs CFA par exemple, quand vous lui demandez d'aller prendre, si vous pensez que vous voulez faire logement social pour lui-même, et vous le mettez dans ce type de logement-là, et qu'il prend ça, vous l'appauvrissez davantage. Parce qu'avec 100 000 francs CFA, s'il doit avoir à payer au moins 100 000 francs à la fin de chaque mois, parce que là, il faut payer autour de quoi? 200 000 francs 300, 400, non, il y a dites aussi il y a 97 000 par mois. Oui. Alors, donc quelqu'un qui peut payer ça... Mais celui qui peut payer 97 000, même s'il gagne 300 000, il va fermer les yeux parce qu'il n'a pas que ça à faire. Oui, mais quand on veut réaliser quelque chose, il ne faut pas non plus éduquer quelqu'un à réaliser quelque chose en ne ressentant pas ça. Tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie de bien, vous serrez les ceintures. Même si vous êtes milliardaire. Donc, à partir de ce moment, au moins, le nombre de Béninois qui n'avaient pas de maison de cette façon, mais qui avaient de l'argent qui gaspillait dans d'autres choses, ou bien de l'argent qui ne rassemblait pas pour réaliser les choses en même temps. C'est des millions, beaucoup de millions pour réaliser ça. Mais on vous donne la possibilité, quand vous signez, vous obtenez ça, de payer progressivement. Et de payer sur combien d'années? 15 ou 17 ans. Seigneur, et vous trouvez que ça n'est rien? Non, ça ne va pas régler le problème de tous les Béninois, mais au moins quelques Béninois, une partie des Béninois. Et quand ça va régler ça, c'est les gens qui sont intermédiaires, à revenus intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pauvres, au même moment, ils ne sont pas très riches. C'est ça qu'on appelle le revenu intermédiaire. Donc le gouvernement n'a pas dit c'est social pour des gens qui sont en situation de grande vulnérabilité. Donc il faut juger le gouvernement sur les mots utilisés. Mais peut-être qu'on en arrivera, par exemple, à avoir des logements où c'est vraiment comme les chambres que nous louons là, des appartements de 2 chambres, un salon. Peut-être qu'on en arrivera à des systèmes du genre et qui seront abordables pour tout le monde. Pour les fonctionnaires. Par exemple, pourquoi on fait ça pour les fonctionnaires? Vous avez beaucoup de Béninois aussi, si on n'est pas sûr de vos revenus et que l'État investisse dans ça, on donne les appartements. Vous allez trouver des Béninois, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer, ils vont commencer par installer tous les dans leur truc là pour dire que jamais on ne vienne leur... Non, c'est des sujets que vous n'abordez pas. Non, on va parler de superstition. S'il vous plaît, votre réaction me montre que... Non, la réaction qu'il vient d'avoir là me fonde dans ma position. Oui, c'est le comportement des intellectuels béninois africains qui nous arrière. Qu'est-ce que vous appelez superstition? Ce que je viens de dire là, c'est pas une réalité dont il faut discuter. Non, mais l'État ne peut pas tabler sur ça. Je vous en prie. Non, l'État ne peut même pas. C'est pas normal. Ce que l'État a fait, l'État ne peut même pas réfléchir dans ce sens-là. Donc l'État ne doit pas... Non, mais une chose est sûre, le Tolegba ne peut pas empêcher celui qui a pris la maison de payer la maison. Bon, vous avez fait de la littérature, vous comprenez au moins que c'est une figure de style. Et si vous comprenez ça de cette façon, je suis très malheureux pour vous. Alors, non, mot de fin, moi j'ai envie de... Vous étiez en train de parler du Niger, j'ai envie de dire... Non, on va pas expédier le Niger, c'est tellement intéressant. Non, mon mot de fin à ce niveau, je dis ce qui est fait, d'accord, tant que ça peut profiter à des gens, et que ce n'est pas à la bourgeoisie qu'on est en train de faire ça, je pense déjà qu'on s'occupe de ceux qui ont des revenus intermédiaires. Très bien, disons que c'est une bonne chose. Souhaitons que les gens puissent y souscrire.
Et que ceux qui sont chargés de gérer ça... logements pour ceux qui gagnent le SMIC. Très bien. Moi, j'aurais préféré qu'on pense à ceux qui en ont véritablement besoin. Parce que celui que vous dites qu'il y a revenu intermédiaire, ce n'est pas des gens qui sont incapables de se payer une parcelle de construire. C'est de ça qu'il est question quand on parle de logements sociaux. Ça devrait pouvoir être d'abord les moins médias. Job Chikpe était resté bien sûr à la partie technique de cette émission, respectivement la réalisation et la prise de vue. Nicolas Sokpete et Juliandre Ketty sont deux invités que nous avons reçus. Brice Bill Aïtchédi, j'ai conduit cette émission. Toujours un plaisir de vous servir.